Bonjour à toutes et à tous, Et bienvenue dans notre émission En développement, consacrée aux questions de création et de professionnalisation pour les aspirants scénaristes et les scénaristes émergents. En développement, le labo des scénaristes. Je suis Marianne Chapelle. et je suis Rosalie Tenaillon-Chacal. Pour ce 6e épisode, nous avons choisi de nous intéresser au vaste sujet qu'est le fait de gérer son temps quand on est scénariste. Une des particularités du métier de scénariste est en effet que nous ne sommes pas salariés, mais considérés comme des auto-entrepreneurs artistes-auteurs, c'est-à-dire que nous sommes nos propres patrons. De ce fait, on est entièrement en autonomie pour organiser notre temps de travail et aussi pour en trouver du travail et s'en sortir matériellement. Ce qui peut poser un certain nombre de questions. Comment s'autodiscipliner quand on travaille seul ? Comment organiser son temps entre l'écriture et la promotion de son travail ? Comment arbitrer entre le temps alloué aux projets personnels et aux projets de commande ? Et comment gérer son temps quand on est scénariste débutant et qu'on doit cumuler plusieurs activités pour gagner sa vie ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui deux scénaristes, Mathieu Jamet et Julien Bédoura. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et aussi nous dire quelle a été votre galère de la semaine en tant que scénariste ? Julien. Tu veux commencer ? Ah, vas-y. Oui, donc moi, on va dire, j'écris vraiment depuis 2021. Avant ça, j'ai fait des études de cinéma. Après avoir fait un peu de licence politique et journalisme, mais voilà, il y avait toujours l'écriture dedans. J'ai mis un peu de temps à venir à la fiction. Et j'ai connu les années de galère typiques de scénariste du début. Donc voilà, le téléphone qui sonne pas. J'ai toujours été un peu encouragé par des aides au concept du CNC, la bourse Beaumarchais, tout ça. Et finalement, en 2023, j'ai fait la Cité européenne des scénaristes. Et j'étais en compagnonnage avec Mathilde Arnaud. Et voilà, donc depuis, j'ai coécrit sur des courts-métrages, des séries. J'ai rejoint un collectif aussi qui s'appelle le collectif Cut2 l'année dernière, dont fait notamment partie Yasmine Benjelti, qui avait été invitée dans ce podcast au premier épisode. Et voilà, et donc j'ai travaillé aussi en room sur une série TF1 là, pour laquelle j'écris 2 épisodes en ce moment. Trop bien. Et moi, du coup, je m'appelle Mathieu. Je suis venu au scénario un peu tardivement. Genre, j'ai d'abord fait un conservatoire de théâtre pour être comédien, même si je voulais déjà écrire à ce moment-là. Et ensuite, j'ai bossé. En fait, j'ai passé la Fémis et puis je me suis fait recal violemment. Et puis ensuite, du coup, j'ai bossé en boîte de vente internationale aux acquisitions. Et j'ai beaucoup, du coup, lu de scénarios. Et ça a été un peu une première formation au scénario. Et ensuite, je suis rentré au master scénario de Nanterre et dans lequel j'ai écrit une version de long métrage et surtout où j'ai rencontré Mohamed Benyeklev qui était prof de série qui m'a embauché ensuite sur Nouveau Jour qui était une quotidienne sur M6 l'année dernière. Et donc ça m'a permis dès la sortie d'études d'avoir le privilège d'avoir un temps justement structuré aussi par les semaines où je travaillais sur Nouveau Jour, en room et du coup le reste du temps de me consacrer à mes projets à moi. Et super, est-ce que vous pourriez nous donner du coup votre galère de la semaine ? Ah oui, on a oublié. Et pour ma galère de la semaine, je dirais qu'en ce moment, c'est donc que j'écris 2 épisodes et que le planning fait que ces 2 épisodes se chevauchent en ce moment. Donc cette semaine notamment, j'ai dû livrer la première version du dialogué d'un des épisodes que j'écris tout seul, qui dure 26 minutes. Et aussi le séquencier du 2e épisode. Donc voilà, c'était une petite semaine à 50-60 heures de travail, je pense, où justement il a fallu savoir gérer son temps. Et moi, ma petite galère de la semaine, alors en gros, déjà ça fait un peu, du coup, depuis la fin de Nouveau Jour que je suis globalement quand même en galère, parce que du coup, genre j'ai eu de la chance sur cette première expérience, mais j'avais pas du tout fait mon réseau, etc. Donc en fait, c'est ces derniers mois que j'ai commencé à un peu chercher, creuser, aller trouver du travail, commencer à postuler pour des bourses, etc. Et donc j'accepte un peu tout ce qu'on me propose quand on me propose des choses, y compris parfois des projets qui sont pas forcément hyper agréables à faire, mais je ne dirais pas qui, parce que voilà, j'ai quand même envie d'être payé, que c'est pas encore le cas. Donc ma galère de la semaine, c'était en gros une consultation pour des microdramas, et ça a été une négociation pénible pour seulement 100 € de différence pour le pitch qu'on devait rendre. Donc, le truc que je voulais pointer même par rapport au temps dans cette galère, c'est que il demandait un one-pager, donc un truc résumé en une page, avec le pitch, le concept, des fiches personnages, les résumés des 5 premiers épisodes, et puis des arches narratives, tout ça en une page, c'est-à-dire l'équivalent du travail d'une bible de série, avec en plus la synthèse en une page. Et ce document, parce qu'il est court, il s'autorise à le payer très mal,
Alors qu'en vérité, ça demande le temps qu'on consacre à une bible de série. Et une bible de série en V1, normalement, c'est autour de 6 000 euros. Et là, c'est autour de 200 euros. Du coup, voilà. Ça, c'était un peu ma galère de la semaine, parce que dans ces cas-là, tu dois vraiment essayer de faire le plus rapide possible pour pas mettre trop de toi là-dedans. Mais en fait, tu as quand même envie de bien le faire, parce Bien que sûr. après, ça, c'est 200 euros si jamais il n'est pas retenu. Mais il y a la possibilité d'avoir une option. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà. Et moi, dans ces conditions-là, je n'arrive pas à travailler. Genre, je suis vraiment en mode... Trop de pression. Ouais, ça me fout la pression pour rien en plus. Pour vraiment peu d'argent et un projet qui me plaît pas. Voilà. Donc, et qu'on fait seul, sans copains, etc. Donc voilà, c'était un peu ça. Semaine stressante, effectivement. Pour tous les deux. On vous a au bon moment pour parler de gérer son temps, j'ai l'impression. En plus, on a des questions après sur effectivement ce rapport avec les productions et effectivement le temps qu'on alloue au projet. Mais peut-être on voulait commencer par quelque chose d'un peu plus centré sur vous et vous-même, qui est l'art de l'autodiscipline. Puisque c'est vrai que ça peut être une des grosses difficultés quand on sort de formation et qu'on se retrouve lancé dans le grand bain. Parce que tout d'un coup, on n'a plus d'emploi du temps préparé pour nous, on n'a plus d'horaire prédéfini, on n'a plus de rendu obligatoire. Et donc, il faut définir pour soi-même son organisation et ses propres méthodes de boulot. Et peut-être pour se lancer un peu dans ce champ de questions, est-ce que vous pourriez déjà nous dire, pour vous, quelles sont les différentes tâches qui remplissent l'agenda d'un scénariste ? Et il y en a plein et je pense qu'on comprend vraiment notre métier quand on comprend que notre temps de travail de scénariste, c'est pas le temps qu'on passe devant l'ordinateur à écrire en fait. Donc pour faire l'analogie avec un salarié, quelqu'un qui a 35 heures, en fait, on va pas passer 35 heures devant l'ordi. Et donc je dirais qu'il y a aussi tout ce qui en fait nous permet d'entretenir notre pratique artistique. Donc ça peut être aller voir des films, échanger avec des producteurs, notamment en télévision, pour savoir qu'est-ce qui se cherche sur le marché, tous les rendez-vous avec nos co-auteurs. Voilà, tout ce qui est autour de l'écriture, mais qui n'est pas de l'écriture en soi, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je le vois un peu comme un truc de... Il y a une double mission, je trouve, qui est d'un côté aller chercher des projets qui te permettent d'être rémunéré. Et dans ce côté-là, parfois, c'est même avoir un taf alimentaire avant tout à fait. voilà. Parce qu'il y a aussi plein de scénaristes qui n'ont pas envie, par exemple, d'écrire pour de la télé ou pour des choses, qui ont envie d'écrire que pour le cinéma et qui, du coup, préfèrent avoir un taf alimentaire et ceci, cela. Et l'autre partie, c'est effectivement rester un peu actif dans un processus d'écriture et de création pour des choses qui nous tiennent à cœur, sachant que personne ne nous demande de rendu. Et je trouve que moi, c'est vraiment autour de ça que ça se structure. Donc, dans toutes les activités de scénariste, c'est un peu à la fois faire tout ce travail de faire son réseau. Aussi, je pense, écrire parfois, pas forcément pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, mais juste des idées qu'on a et qu'on peut ressortir au moment où on a un rendez-vous avec un prod en disant « Ah tiens, tu cherches un thriller familial, bah ça tombe bien, moi j'ai un peu réfléchi à ça. » Donc il faut toujours avoir une espèce de petite boîte à outils où on a plein de petites idées qui peuvent servir de rebond aussi quand il y a des rencontres. Et puis voilà, et à côté de ça, oui... essayer de créer et puis surtout c'est un rapport, je pense, un peu se déculpabiliser des moments de non-créativité qui sont des moments dans lesquels se passe beaucoup de choses en vrai et parfois le temps justement permet un peu, je trouve, de débloquer les choses. Quand tu bloques sur une version, un truc et que t'en peux plus, en fait, arrête quoi et accepte que tu vas faire autre chose pendant 2-3 jours et puis peut-être ça va revenir tout seul. Ouais. Je pense que c'est ça. Et du coup, par rapport à toutes ces missions-là que vous venez un peu de nous lister, comment vous trouvez l'équilibre entre les temps d'écriture pure face à l'ordinateur et ces temps consacrés au réseautage, au rendez-vous, au festival, aux candidatures, aux rencontres prod, etc. Est-ce que vous avez une façon de faire que vous avez définie pour vous-même ? Et peut-être, est-ce que vous pourriez nous donner aussi un ordre de grandeur du temps qui est alloué à chacune de ces activités? Est-ce que c'est 50% écriture, 50% le reste? Est-ce que, à peu près, un gros... Moi, dans les pourcentages, je pense qu'il y a vraiment bien 20%. Et là, je parle de pourcentage de temps de travail que je considère comme du temps de travail. Donc ça exclut par exemple le temps libre, les sorties, boire des verres, etc. Non mais voilà. Mais parce que ça aussi des fois en fait c'est comme ça aussi qu'on... Enfin moi ça m'est déjà arrivé de trouver du travail en allant juste faire la fête sans que ce soit faire la fête avec l'intention de réseauter. Oui, bien sûr. Mais donc dans ce temps qu'on a consacré au travail, je pense qu'il y a vraiment déjà 20% où en fait on fait pas grand chose en vrai.
où on stresse, où on est en mode... Enfin, je sais pas, on répond à des mails, etc. Enfin, j'ai l'impression de ça. Après, moi, j'ai aussi une gestion très anarchique de mon temps. Genre, je me perds très facilement, donc ça dépend beaucoup. Et puis, je dirais, donc 20... Je sais pas, je suis nulle en maths en plus. 20, après, il reste combien 80%. Il reste 80%. Et puis, après, je dirais un petit 40-40 en vrai. 40% de candidature, Ok. de dossiers, de machin. Et puis 40% D'écriture pure. d'écriture pure. Ok. J'ai l'impression, en tout cas pour moi. Ça te paraît correspondre à toi, Julien, aussi à ta pratique? Je dirais à peu près pareil. Et dans l'écriture pure, je dirais que c'est 70% d'écriture si on inclut les réunions avec les co-auteurs. Ah oui, Pas ok. que de l'ordi, voilà. Et 30% après de veille de marché, de rencontres, de networking. Ouais. Voilà, et de regarder des films et des séries. Voilà. Mm. Et sinon, pour parler de technique, alors c'est vrai que moi, je suis plus dans l'organisation. C'est un truc qui me rassure d'avoir un cadre et tout ça. Voilà. Je suis ascendant vierge. Vous n'avez pas encore fait l'épisode astrologie, mais voilà, j'espère qu'il viendra vite. Et moi, un truc qui m'a sauvé, c'est le bullet journal. Ok. Si vous avez suivi les youtubeuses lifestyle, instagrammeuses de la fin des années 2010, c'était très à la mode à l'époque. Et donc en fait, c'est un carnet que tu te dessines toi-même et dans lequel tu mets ce que tu veux en fait pour l'adapter à ton style de vie. Donc pour moi, c'est à la fois un agenda, une liste de tâches, un tracker d'habitude, un endroit de prise de notes, un truc où j'ai mon calendrier de toute l'année sur lequel du coup je peux me répartir les phases d'écriture, où je vais me mettre dès janvier en fait, par exemple les week-ends de Faya, pour savoir en fait, ça me permet de visualiser parce que j'ai un esprit très visuel et très code couleur tout ça. Comment va être mon année en fait, et du coup de faire des rétro-planning sur tous les projets. Ok, donc toi, tu fonctionnes par rétro-planning sur chacun des projets, c'est-à-dire que tu essayes de Ouais. définir en amont le temps que tu vas consacrer à tel projet, même quand c'est des projets personnels d'écriture, de projets de court-métrage perso, par exemple ou... Ouais, autant que possible, Ok. et évidemment avec toujours une grosse capacité d'adaptation Oui, et en faisant oui. jamais ce qui Oui, était c'est ça. prévu. Ouais. Mais voilà, par exemple, là sur TF1, en fait, on te donne un calendrier et tu as des dates très précises de tel jour à 8h dans ma boîte mail, il y a le texte. Ouais. Et donc forcément, ça va prendre le devant sur le reste. Et ensuite, j'adapte le calendrier avec mes co-auteurs plus court-métrage autour de tout ça, ouais. D'accord, ok. Voilà. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que vraiment me réimposer une espèce de structure comme si j'étais un salarié, c'est ce qui m'a le plus aidé à devenir productif en fait. Donc voilà, j'ai toujours été très lève-tôt, donc en fait, je me lève tôt, et j'ai pas de bureau, mais je me lève comme si j'allais au bureau en fait. Et j'essaie d'aller dans des cafés, des espaces où je peux travailler, etc. Et en général, ce que je fais, c'est plutôt un gros bloc de travail. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi avec les années, c'est que je m'acharne pas à essayer de faire des 10 heures par jour. J'essaie de faire 5 heures ou 6 heures à fond, donc à partir de 8h30, 9h par exemple. Et ensuite, dans l'après-midi, je vais voir un film au cinéma, je regarde une série et je reprends un peu plus tard après. Et là, c'est là que, en général, fin d'après-midi, j'essaie de caler mes rendez-vous, mes verres, le networking, tout ça. Ok. Donc Voilà. tu te fais un matin très voilà. écriture jusqu'à assez début d'après-midi, quoi. Ouais, du 13-14 heures à peu près. Ouais. Et après, tu fais autre chose et Voilà. où tu fais les tâches qui sont plus justement de la promotion de ton travail, du réseautage, etc. Ouais. Mais tu retouches pas à l'écriture en fin de journée, quoi. Non, sauf alors très rarement le soir. Et après, c'est aussi une technique que j'ai, mais depuis le collège, je crois, c'est qu'on m'avait toujours dit de lire la leçon le soir avant de dormir. Parce que ça Ça travaille t'aide pendant à- la nuit. Exactement, On me ça disait la même travaille. chose. Voilà. J'ai aucune source scientifique, mais Ouais. voilà. Tous les papas. Voilà. Exactement. Et donc, par exemple, si je sais que le lendemain, j'ai une séance de retour avec ma co-autrice, où je vais travailler dessus le lendemain, j'essaie de lire le scénario le soir sans le toucher, pour l'avoir en tête toute la nuit, en fait. Et comme ça, quand je me mets au travail le lendemain, c'est frais, ça a un peu infusé. Voilà. Et du coup, cette organisation dont tu parles, qui a l'air d'être assez cadrée, c'est quelque chose que tu as mis en place avec le temps, tu disais. Est-ce que c'est parce que tu as souffert avant ça du fait d'avoir justement pas structuré ton temps et d'avoir rencontré des périodes un peu plus fouillis, etc. Ou tout de suite en fin de formation, tu t'es dit ça va être important que je le mette en place très vite? Comment Alors, ça s'est je passé? l'ai commencé ma dernière année de formation, donc ça s'est un peu superposé avec le travail scolaire, Ok. le bullet journal. Mais oui, en fait, j'avais la chance d'avoir des facilités scolaires et donc de ne pas avoir travaillé vraiment jusqu'à la fin du lycée, on va dire. Donc j'étais le genre à sortir la veille 21h, commencer à réviser pour les devoirs. Et alors, je l'ai déjà fait, mais c'est très compliqué d'écrire un court-métrage ou un épisode de 26 minutes la veille pour le lendemain. Je recommande pas, n'essayez pas ça à la maison. Et donc forcément, ouais, c'est une autodiscipline qui s'est imposée au fil des ans
Avec ce que j'ai appris, il y a aussi le fait que c'est pas juste on finit le texte et on l'envoie, il y a aussi se relire, il y a aussi le laisser infuser pour revenir dessus, prendre du recul, etc. Hmm. Donc ouais, c'est venu petit à petit et c'est toujours pas parfait, mais Oui, bien sûr. Ok. Hmm. Et toi, Mathieu, du coup, est-ce que tu as mis en place un peu des méthodes? Ouais, moi, non mais en vrai, tout à l'heure on dirait que j'ai dit genre ouais. Non mais en vrai, je travaille, hein, je ne fais pas rien. Non mais s'il vous plaît. Bon, non mais moi c'est vrai que l'expérience en quotidienne pour le coup, Ouais. c'est ce qui m'a un peu appris à comment dire, dédramatiser mon travail parce que je pense que la principale cause de la procrastination chez moi et sur mes projets en particulier, parce que dès que je travaille avec d'autres gens, j'ai aucun problème à être fluide dans mes idées et tout, c'est quand vraiment c'est des projets qui me tiennent très à cœur, du coup il y a de l'ego, du coup t'es en mode non mais ça me va pas, etc. Euh, Ça t'apprend, je trouve, la quotidienne à te dire en fait t'as effectivement une heure de rendu. Tu fais une V1 le lundi, une V2 le mardi, une V3 le mercredi. Donc en fait, tu n'as pas le temps d'avoir de l'ego à mettre dans ce que t'écris aussi. Et en fait, ça m'a méga débloqué pour le reste. C'est-à-dire que maintenant, je suis capable de pondre une version quand je décide de le faire, alors qu'avant, si j'avais pas de deadline pour un court-métrage ou pour un truc, j'étais incapable de m'autodiscipliner et j'attendais vraiment la veille du rendu, de la commission, du truc pour le faire. C'est encore un peu le cas, je dois dire, parce que j'ai toujours envie de retoucher des trucs, j'ai toujours envie de modifier un dossier. Je sais que quand j'ai un rendu, une commission, en fait, je vais être à fond jusqu'au bout. Parce que si c'est un truc de désir, etc., puis c'est un choix, bon. Mais c'est vrai que bosser en quotidienne m'a permis de savoir structurer mon travail et de dire si je décide que c'est ce jour-là que j'ai fini ma version, j'y arrive, quoi. Après, sur le truc des plannings, moi j'ai un problème, c'est que ça fonctionne des fois et des fois Oui. pas du tout. C'est que je trouve Ouais. que ça dépend vachement des périodes. Moi, genre, comme en ce moment, je suis dans une période assez solitaire. Enfin, à côté de ça, j'ai quand même un développement de série, etc. En co-écriture, du coup, c'est plutôt confortable parce que c'est un truc où on se retrouve à deux et donc c'est sympa. Mais comme en ce moment, je suis dans une période un peu chaotique où je cherche du travail, etc. Parfois, les plannings, en fait, ça me stresse plus qu'autre chose parce que je me mets, mais c'est hyper classique, hein, mais genre, tu te dis, bon, j'ai envie de travailler un peu, d'équilibrer le travail sur mes projets, donc je vais faire 2 heures ce truc-là, 2 heures cet autre truc-là. Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a un où t'es pas du tout inspiré, donc t'as envie de passer à l'autre, et du coup tu te dis merde, c'est pas ce que j'avais prévu. Et des fois, en fait, effectivement, faut avoir la souplesse quand on se fait des plannings comme ça, de se dire ça ne se passera jamais comme je l'ai prévu. Mais pareil, Oui, pour le coup, toutes les dates de commission, du FAIA, etc., pareil, j'ai un petit calendrier sur mon ordi, une petite note avec vraiment, ça je les mets dans les calendriers. Au moins tu te dis, tu sais où tu vas, quand est-ce qu'il faut que tu t'y mettes si jamais tu veux déposer tel projet, etc. Donc bien sûr, il faut structurer à fond. Mais c'est juste que des fois les plannings ça fonctionne, des fois ce qui fonctionne c'est au contraire un peu de lâcher prise et je trouve, de se dire bon allez ça va, je bosse déjà quand même pas mal. Du coup, faut aussi que je retrouve un plaisir vis-à-vis de l'écriture. Parce qu'on peut le perdre, le plaisir, quand on est trop en mode vite, j'ai plus d'argent, je peux pas reprendre un taf alimentaire, donc il faut que j'aille absolument chercher et accepter tout ce qu'on me propose, alors qu'en fait, non. Parce que des fois, sinon, on se perd là-dedans. Oui, bien sûr. C'est vrai que sur les calendriers, moi je me fais des calendriers, mais sur un Excel, enfin sur un Google, je sais pas, Excel, je sais comment ça Google s'appelle, Google Sheets. Voilà. Mais du coup, dès que c'est passé, que j'ai fait ce que j'avais dit que je faisais ou pas, du coup je cache la période qui est passée, tu sais, on peut cacher des onglets, et comme ça je vois pas si je l'ai fait ce que je m'étais prévu ou pas, je ne vois que l'avenir, je ne suis pas dans le passé. Donc ça marche plus ou moins bien, et comme ça tu ressasses pas trop parce que sinon effectivement tu vois que t'étais censé travailler sur 3 projets, t'as travaillé sur un, bon c'est un peu déprimant. Non, moi, je suis restée à la bonne vieille franquette de l'agenda papier, telle une écolière. Et en fait, je crois que c'est parce que j'ai besoin de reporter ce que je fais pour un peu visualiser, avoir une idée, un peu comme vous disiez. Mais aussi, en ce moment, je suis en train de me dire que ce serait pas mal. Moi, je suis en sortie de formation, je suis sortie de Nanterre avec Marielle là en septembre. Et je trouve que c'est difficile de quantifier le temps passé, en fait. Et j'ai un ami, par exemple, il compte les heures qu'il fait et il les reporte, en fait, sur un document, quoi, pour avoir une idée concrète du nombre d'heures passées. Parce que sinon, je trouve que c'est très difficile de prendre la mesure du temps qu'on a passé sur tel ou tel
élément, quoi. Notamment au début, c'est peu évident. Et après, je trouve qu'en effet, il y a des périodes un peu comme toi, je planifie, etc. Et puis il y a des périodes de gros rush où le planning qui était de consacrer des petits temps de pause et le bien-être de la vie, tout ça, ça tombe complètement à l'eau, quoi, parce qu'il faut se dépêcher, il faut foncer. Et il y a d'autres périodes où le planning, j'arrive plutôt à le respecter. Mais des fois aussi, le planning tombe complètement à l'eau et je fais mes trucs sans trop réfléchir à qu'est-ce qui est planifié, comment, etc. Mais d'ailleurs, quand on parle de planning, parce que donc effectivement, vous mettez les grosses dates, enfin tout le monde à peu près se met les grosses dates de rendu au fur et à mesure de l'année. Mais sinon, est-ce que vous planifiez votre travail genre d'une semaine sur l'autre, ou est-ce que c'est vraiment à des échéances genre ok, pendant les 3 semaines d'avril, je pense que je vais travailler sur tel truc. Enfin, c'est quel type de planning? Est-ce que c'est du planning micro ou vraiment un truc un peu macro, genre à ce moment-là, je vais travailler sur ça a priori, quoi? Moi, c'est un peu les deux. Genre, dès que t'as, par exemple, 3 semaines où tu sais que ça va être un peu chargé parce que t'as un truc perso, plus éventuellement une rencontre avec une prod sur un dev de série, plus une commande ou quelque chose, t'es obligé de structurer. Et là, dans ce cas-là, vraiment, je prévois en général de façon hyper détaillée, jour à jour, et même dans mon agenda sur mon téléphone, les petits carrés avec des couleurs, etc. Sauf qu'en fait, quand je fais ça, ça marche jamais. Oui, tu le c'est tiens pour jamais, ça. ouais. C'est pour ça que... Et au final, à la fin des 3 semaines, j'arrive à tout rendre. Oui, bien sûr. Mais ça se passe jamais comme je prévois. Donc je me suis dit que j'allais arrêter de faire du micro et penser plutôt à des deadlines imposées. Au moins, ça te met bien en tête, même si tu vas pas le faire dans l'ordre que tu t'es dit, ça te met en tête à peu près ce que tu dois faire Oui. sur les 3 semaines, même ça. si tu respectes pas jour à jour. Ouais. Oui, complètement. Je pense que ce que j'ai appris au fil des ans, c'est qu'il vaut mieux se bloquer des blocs de travail et être conscient des deadlines de chaque projet. Mais en fait, moi, je fonctionne aussi avec un système de 1 carnet par projet, pour pas tout mélanger. Et donc, il y a des jours où je pars avec 4 ou 5 carnets avec tous mes projets en cours, et je ne sais pas, avant d'être arrivé devant ma tasse de café, lequel va plus me parler aujourd'hui, ou voilà, ils ont tous besoin de travail de toute façon. Et c'est se dire, je reste flexible à voir qu'est-ce qui me vient aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, tu disais, Julien, que tu vas du coup à l'extérieur de chez toi pour travailler. Et donc ça, c'est une des grandes questions aussi du début du métier, en réalité, qui est où on travaille. Et c'est en lien avec le temps qu'on consacre, c'est-à-dire que est-ce que vous sortez de chez vous pour bosser? Est-ce que vous travaillez uniquement depuis chez vous? Est-ce que ça vous aide à gérer votre temps, de séparer les espaces? Comment vous faites? Alors, moi, j'avais beaucoup de mal à travailler chez moi. C'est quelque chose que j'apprends de plus en plus. Mais en fait, j'ai été beaucoup gardé par ma grand-mère quand j'étais jeune, grand-mère italienne. Donc, j'ai fait tous mes devoirs dans sa cuisine avec la radio au fond, la haute de la cuisine, ma grand-mère qui téléphone à toute la famille, qui parle très fort. Donc, j'ai besoin d'un bruit de fond pour travailler, en fait, une petite ambiance, voilà. Et je pense que ça rejoint aussi la question de la vie privée, la séparation du pro et du perso. Et en fait, quand on travaille chez nous, on travaille dans notre espace de vie. Qui est plein de distractions, de tâches ménagères, d'autres choses à faire, d'invitations à la procrastination aussi, de consoles de jeux, de télé, de diverses choses. Et donc ça a été l'apprentissage de l'autodiscipline aussi chez moi, je me consacre un espace où je peux travailler bien. Mais voilà, je reste très sur du travail à l'extérieur et justement sur la question aussi du bureau. Est-ce qu'on se consacre ou pas à un bureau Alors moi, dans mon bullet journal, de plus en plus, j'essaie justement de voir comment je travaille à l'extérieur. Donc j'ai relevé mes stats de février. T'as des stats, trop bien. Voilà, parce que justement j'essaie de voir si un bureau serait plus intéressant ou pas. Et donc en février, j'ai travaillé 13 jours dehors, donc presque la moitié. 60 heures de travail à l'extérieur pour 102 euros. Ouais. Voilà, 102 euros de café en février. Ah, c'est intéressant de faire ça. C'est une bonne idée d'avoir relevé ça pour se rendre compte. J'avais jamais Mais pensé. c'est vrai que je pense que ça reste quand même moins cher qu'un bureau à Paris. C'est la réflexion que je me suis faite. Ah oui, Ouais. Parce que mais peut-être que si t'avais un bureau, ça dit, tu pourrais sortir plus du coup et aller tout le Et temps y dans aller ton souvent, bureau. ouais. Donc, Ouais. Mais peut-être que t'achèterais aussi des cafés, là, du coup. Et là, c'est la pente glissante. Ok, mais intéressant d'avoir Voilà. relevé ça. J'invite tout le monde à faire l'expérience, même une semaine, compter le temps de travail sur chaque projet, où vous travaillez, comment, et c'est très instructif. Et toi, Mathieu, est-ce que tu travailles plutôt chez toi ou c'est... Alors moi, chez moi, vraiment, j'ai lâché l'affaire. Ok. Parce que effectivement, la procrastination, elle vient aussi de cette continuité entre la vie privée et le chez-soi. Et du coup, non, chez moi, C'est maintenant, pas je peux possible. plus. C'est possible quand, en fait, j'ai plus le choix. Oui. Typiquement, j'ai une deadline. Moi, en plus, je suis plutôt de la nuit.
Ok. pour écrire. Et non, pour les commandes, etc., je suis grave de la journée. Et puis, ça m'aide plutôt de me lever le matin. Et comme tu disais, d'aller au café tôt. Parce qu'après, du coup, tu as le sentiment d'avoir la journée devant toi. C'est agréable. Mais sinon, je suis plutôt... genre, j'écris beaucoup le soir. Et parfois beaucoup trop tard le soir. Et donc chez moi, ça ne marche que si justement j'ai un rendu qui arrive et que du coup je n'ai plus le choix parce que si je le fais pas maintenant, bah je peux pas rendre le travail. Enfin vraiment, moi je me mets, j'ai du mal à l'autodiscipline, j'ai besoin de la contrainte pour réussir et de plus en plus je commence à y arriver sans. Mais sinon, non, c'est hors de chez moi, c'est au café. Ok. Et au café, du coup. Au Hors de café. chez toi. Ok. Au café et je trouve un autre truc en plus du lieu, c'est le rapport aux autres. Je trouve que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire du coworking. Lol, la start-up. Non mais c'est de travailler avec des copains, des copines. À une même table, à quoi. une même De partager table. la table. Voilà. Peut-être une autre des particularités du métier de scénariste, c'est que on est quand même très dépendant des producteurs et des diffuseurs sur le développement d'un projet, puisque c'est eux qui décident est-ce que ça continue, est-ce que ça s'arrête. Et forcément, ça nous met dans la gestion du temps face à une grande instabilité. Vous, comment est-ce que vous faites par rapport à cette instabilité ? Et comment vous faites pour gérer lorsque on peut vous demander parfois un retravail qui est déraisonnable ou qui est pas ce qui était convenu, et en même temps ça te met en galère par rapport au temps que tu avais prévu, etc. Et en même temps t'es un peu dans une relation asymétrique quoi avec la personne qui t'emploie quoi. Moi, j'ai commencé à noter mon temps de travail, étant donné qu'on n'est pas rémunéré pour notre temps de travail, mais à la tâche. J'ai commencé à me dire combien de temps je passe sur tel projet. Et donc, j'essaie, c'est pas précis, mais j'essaie de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai passé 5 heures sur cette offre de commande et Ouais. 2 heures sur ce projet du cœur. Et puis, de plus en plus, j'adapte ma réponse et mon comportement à la façon dont je suis traité aussi. Ok. Donc voilà, si les demandes sont déraisonnables, je me dis que c'est pas tout aussi déraisonnable pour moi de prendre le temps que ça fait pour répondre aux demandes du producteur. Pour ceux qui n'imposent pas par exemple des deadlines ou qui, voilà, si la relation est asymétrique, j'essaie d'accorder le temps que j'estime le projet mérite. Ok. Voilà, ce qui est évidemment différent du travail de commande où là on te dit je veux à 8 heures le texte dans ma boîte mail. Donc forcément ça passe en priorité. Mais sinon, tu fais une espèce de ratio entre temps de travail, combien ça rapporte aussi, et Complètement. les deadlines des producteurs. Voilà, c'est se dire, voilà, si je suis maltraité, mal payé, ça vient avec les années, avec le fait de, je pense aussi savoir sortir des textes rapidement. Mais c'est de me dire, j'ai pas besoin de m'arracher les cheveux sur le texte pendant 7 heures, en fait. C'est très dur de se le dire parce qu'on veut toujours faire parfait et on veut toujours montrer la meilleure part de nous-mêmes pour être potentiellement réembauché après. Oui. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on veut travailler des années avec des personnes qui ne nous respectent pas non plus? Ouais. Et du coup, toi, tu arrives à te mettre des limites sur tes projets. Donc, il y a comment on te traite, il y a la rémunération. Est-ce que tu définis, par exemple, à l'avance un nombre d'heures que tu vas consacrer maximum à tel projet ? Oui, après, j'essaie de rester flexible dessus, parce que des fois, on est coincé et juste on a besoin d'heures pour essayer de trouver autre chose. Mais j'essaie de faire ça, j'essaie de me faire des petits emplois du temps comme au collège, en fait. Ok. Voilà, tu vois, au collège, tu as seulement 2 heures de PS par semaine, mais tu as 8 heures d'histoire, tu vois. Ouais. Donc, c'est savoir quel est mon projet histoire et quel est mon projet EPS. Ok. Ah, trop bien. Je vais penser à ça maintenant. Ouais, c'est ça, c'est une bonne méthodologie. Et toi, Mathieu, comment tu fais face aux demandes des prods parfois, qui peuvent être parfois un peu intenses ? Mais moi, je pense que, comment dire, peut-être je suis encore un peu moins avancé aussi. Je travaille peut-être depuis moins longtemps. Et du coup, j'ai moins roulé ma bosse sur comment je me démerde si jamais ça m'arrive que dans le travail, ça se passe pas très bien ou que y ait cette relation asymétrique qui se mette en place. Je suis encore... ça dépend. C'est au cas par cas, un peu Ouais, plus. c'est un peu au cas par cas. Pour les projets perso, les projets de cœur, typiquement, mon court-métrage, en fait, ma productrice, elle a pas d'argent. Donc, en fait, voilà. Là, L'économie du court-métrage, c'est c'est spécifique ça. en vrai. Donc, Ouais. tu écris, tu sais que t'es pas payé, tu sais que ça te prend énormément de temps. Je pense que c'est le projet sur lequel, en vrai, j'ai dû mettre le plus d'énergie. Ok. Peut-être pas de temps, parce qu'il y a eu la quotidienne et tout ça, mais en tout cas, d'investissement
vraiment à chaque fois c'est sur des temps très courts, mais genre 2-3 semaines avant une commission ou quoi. Mais du coup là-dedans c'est juste s'assurer avec ma productrice qu'on s'entend bien et qu'on communique bien et qu'on arrive à ce que ça reste fluide et sain. Et après sinon, oui effectivement je pense qu'il faut pas passer trop de temps sur des projets dans lesquels on se sent pas bien. Ça c'est sûr. Enfin, parce qu'en fait, on y perd quoi qu'il arrive et que le syndrome du bon élève où tu débarques et tu as envie justement de te faire aimer par telle chaîne, diffuseur, prod qui pourrait être réembauché après, etc. En fait, c'est vrai que je crois que spontanément, ça m'est pas trop arrivé, mais spontanément, je me casse quoi. Enfin, instinctivement quoi. C'est ça. C'est que moi j'ai eu de la chance aussi parce que j'étais en quotidienne et qu'en quotidienne c'est très très différent parce que quand tu signes pour une semaine sur une quotidienne, les dates des rendus, elles sont préfixées. C'est-à-dire que tu as une V1 le lundi, une V2 le mardi, une V3 le mercredi. Le jeudi, tu fais le tissage des épisodes où tu mélanges, en séquencier en tout cas, parce que moi j'étais au séquencier. Et le vendredi, tu commences à préparer la semaine d'après. En gros, c'est ça. Et tu as ton contrat, une fois que tu as pointé le lundi, vraiment, ils te le font pas signer tant que tu n'es pas présent. Mais du coup, il y a un truc où... C'est extrêmement cadré. C'est hyper cadré, c'est hyper jubilatoire aussi à un endroit, parce que tu ponds des textes très vite. T'as pas du tout le temps. Justement, là où, avec un prod qui te dirait « envoie-moi ça d'ici un mois », et que tu galères parce que t'aimes pas ou parce que t'es mal payé et que tu mettrais beaucoup de temps, là en fait de toute façon tu n'as qu'une journée pour faire ta version. Donc à la fin de la journée, même si tu galères et que tu finis un peu tard, en fait à la fin tu rentres quand même chez toi et c'est fini. Du coup il y a quand même ce truc d'imitation du salariat, j'ai l'impression. En fait, mais d'ailleurs ça pose même des questions de droit, parce que justement ce qui fait que t'es auto-entrepreneur, enfin en tout cas que tu n'es pas salarié, je crois que ce qui définit le salariat c'est la relation de hiérarchie par rapport à ton temps de travail. C'est-à-dire que quand tu es salarié, c'est parce que tu es à la disposition de ton patron de 9h à 17h, enfin en tout cas sur des plages horaires qu'il a fixées et dans un lieu qu'il a fixé. De fait, quand tu es en quotidienne, tu es à la disposition de ton patron sur les plages qu'il a fixées sur le lieu qu'il a fixé. Quoi. Totalement. Donc c'est vrai qu'en termes de statut, là on est vraiment sur les zones un peu grises du statut d'artiste-auteur. Quoi. C'est grave une zone grise en plus la quotidienne parce que quand bien même c'est un travail horaire, par semaine, donc par jour, etc. Tes contrats, il n'y a pas marqué, il n'y a aucune mention des horaires. Il y a pas, c'est des contrats où c'est au nombre d'épisodes. Parce que tu n'es payé qu'à la tâche, et tu n'es payé qu'au texte, quoi, et ton temps de travail n'est pas rémunéré. Mais alors même que ton temps de travail, de fait, est mobilisé et défini par l'entreprise, quoi. Après, je précise un dernier truc, c'est que j'ai eu de la chance sur la quotidienne sur laquelle j'ai travaillé parce que je crois qu'on avait une équipe super et que c'est pas le cas dans toutes les quotidiennes et qu'il y a des quotidiennes où, pour le coup, cet argument du temps qui n'est pas délimité, donc où un employeur a le droit en fait de faire travailler quelqu'un autant qu'il veut, ça peut poser des problèmes. Il y a des quotidiennes sur lesquelles les gens travaillent, 15 semaines d'affilée, le week-end y compris, parce que en fait on leur fait réécrire et qu'on leur dit que ça va pas. Et là, dans ce cas-là, je pense que c'est différent. C'est ça que je discutais avec quelqu'un récemment qui me disait par rapport à la quotidienne qu'il y avait des auteurs qui préféraient ne pas trop prendre de pause. Parce que, en fait, quand tu prends une semaine de pause, après, il faut que tu rattrapes. Et qu'en fait, c'est quand même beaucoup de travail de rattraper tout ce que tu as loupé. Et qu'en fait, du coup, s'arrêter sur finalement, limite, tu as autant de boulot quand tu reviens, quoi. Donc, Et quelque chose que je rajouterais peut-être, c'est, même si on n'a pas ce statut salarié, c'est de se comporter comme si on l'avait. Donc, moi, je vais être amené à beaucoup écrire le samedi et le dimanche, par exemple. Mais par contre, tout ce qui est autour, par exemple les mails, je respecte mon droit à la déconnexion. Donc les mails, c'est le lundi de 9h au vendredi de 7h. Et même si on m'en envoie ou que j'ai besoin d'en envoyer, je programme les mails pour qu'ils partent à ce moment-là. Et c'est pas de mail le week-end, par exemple. Et pourquoi de l'écriture c'est ok, mais les mails c'est pas ok? Où est-ce que tu traces la frontière? Je pense que c'est un choix personnel où moi, ça me dérange pas de travailler 7 jours sur 7. Et d'écrire parce que ça me regarde. Mais par contre, dans les relations que je noue avec les gens de travail, c'est important de respecter ça. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'essaye de programmer quand même pour éviter de mobiliser les gens le week-end. Même si t'as une petite notif qui pop, c'est ton droit, la déconnexion, et celui de tes interlocuteurs aussi, effectivement. Et n'envoyez pas une bible à des prods un vendredi à 3h du mat. C'est pas une bonne image. C'est de faire un peu bizarre. Eh ben, donc, face au défi de toute cette quantité de travail qui peut nous amener à travailler 7 jours sur 7, on va aborder l'enjeu de la surcharge et de l'épuisement.
Est-ce que vous arrivez à prendre des vacances ou à vous accorder des vrais temps off, genre complètement off? Et est-ce que, c'est la grande question, vous culpabilisez quand vous vous arrêtez? Et surtout, est-ce que vous avez réussi à sortir de ça? Est-ce que ça dépend des phases? Enfin, voilà. Qui veut se lancer? Moi, c'est quelque chose que j'ai introduit depuis le début de l'année. Donc voilà, toujours dans cette idée, je vais essayer, je suis pas sûr d'y arriver, mais de m'accorder 5 semaines de congés pas payés du coup. Mais voilà, de faire les 5 semaines comme toute personne qui est salariée. Ok. Et donc... Et sans les RTT, hein, donc franchement, c'est pas beaucoup, hein, en vrai. Exactement. Et avant, c'est quelque chose que je ne faisais pas, de déconnecter, même pendant les vacances, je regardais des choses, j'écrivais et tout. Et je me suis rendu compte que même si c'est dur à accepter, ça rend quand même plus productif de complètement couper. On a besoin de s'aérer l'esprit et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, on revient plus fort sur les projets en fait, quand on a pris du recul dessus. Donc j'ai essayé de visualiser mon année, de placer les semaines de festival et ensuite les grosses semaines où je vais être pris soit sur de l'écriture de commandes, soit sur un appel à projet. Et en général, tout de suite après un appel à projet très gros, de type Beaumarchais, Lagardère, Faya, de me dire, allez là, souvent on a charbonné la dernière semaine, donc on se prend un petit temps de repos juste après. Ok, et dans tes temps de repos, t'arrives à pas trop culpabiliser du travail qui attend? C'est la question piège. Je suis censé répondre non, mais oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'on apprend Avec le temps. avec ouais. le temps Ouais. et qu'on accepte plus facilement une fois qu'on est vraiment installé et qu'on a Mm. plus cette insécurité de l'emploi. Mhm. Et toi, Mathieu, comment tu fais avec cette question des temps vraiment off? Moi, je crois que je culpabilise pas du tout d'en prendre. Trop bien. Ça, c'est assez chouette. J'ai moins. Je pense que depuis que j'ai bossé sur la quotidienne et tout ça, et que d'autres choses se mettent un peu en place, j'ai moins l'angoisse de l'emploi aussi. Enfin, il y a un truc où même la quotidienne, ça permet de respirer un tout petit peu et tout. Du coup, non, je culpabilise pas trop. Et en même temps, pendant que j'écoutais Julien en parler, je me suis dit, mais est-ce que vraiment, même en vacances, il n'y a pas un petit fil qui cherche toujours un peu des idées, des trucs, justement ce qu'on dit, je sais pas, t'es en vacances, tu vas au musée, et ben hop là, c'est Ouais, bien parti. sûr. Et tu te dis, ah oui, nanani, tiens, ça pourrait faire un bon. Et en fait, je pense qu'il y a une petite vibration qui continue, mais c'est pas au niveau du travail et de la Oui. productivité et de l'angoisse de pas avoir de taf en revenant ou d'avoir loupé je sais pas quoi. J'ai pas du tout la FOMO du travail, quoi. Heureusement Vraiment, quand même que tant dans mieux. notre travail, il y a une partie qui est aussi complètement du plaisir, je veux dire, et notamment cette partie-là qui est la partie fun du début, de ah tiens, j'ai une idée et je cherche dans ma tête comme ça, qu'est-ce que pourrait être la suite. Enfin, bien sûr que c'est du travail et en même temps, c'est juste super plaisant, et donc heureusement que quand on est en vacances et qu'on pense à ça, on se dit pas oh Ah, non, je suis en train de je suis en train de travailler quoi. Enfin, Bah, c'est... bien sûr, ouais. Mais je trouve que c'est une vraie question quand même, les vacances, Ouais. pour les métiers Ouais, c'est clair. auto-entrepreneurs en général, mais les scénaristes, on a vu qu'on parle de ça, parce que ça pose des problèmes même de différences par rapport à des amis, de différences parfois dans le couple, de différences... En fait, quand on est quelqu'un qui n'a pas de salaire, de salariat, donc de temps de travail consacré, et qui du coup n'a pas non plus de congé, c'est un peu tout le temps et jamais les vacances, si on se met pas une espèce de rigueur et qu'on se dit pas allez, cette semaine je travaille, cette semaine là je me repose, et du coup ça peut vraiment je trouve créer parfois une sensation d'être débordé ou déconnecté un peu du monde, parce que du coup Oui, t'as l'impression que les autres en fait la vie elle est carrée, donc je pense que c'est un vrai enjeu de pouvoir chercher à trouver des vacances, quoi. De sanctifier des Ouais. moments, quoi. Ouais. Vraiment. Oui, je suis d'accord. Et les week-ends aussi, ou pas forcément, mais ça chacun son truc. Mais en tout cas, non, mais toi, tu le fais tous les jours, tu vois. Tes après-midi, tu les as aussi pour justement te rafraîchir, donc ça fait un rythme hyper structuré et tout. Moi, c'est vrai que je travaille la semaine et le week-end, j'essaye le plus possible de pas travailler, par exemple. Et bien pour revenir peut-être à cette question de avoir des amis salariés de façon plus classique et puis avoir des conditions économiques un peu instables quand on est scénariste et notamment scénariste émergent, c'est vrai que souvent on cumule en fait plusieurs activités pour gagner notre vie, et du coup nous on avait une question sur ces boulots alimentaires que beaucoup de scénaristes font. Est-ce que vous avez eu des boulots alimentaires ou pensé à des boulots alimentaires qui vous paraissaient compatibles avec le métier de scénariste, dans le sens où il vous laissait du temps pour l'écriture et que du coup vous auriez envie de recommander à celles et ceux qui nous écoutent?
Oui, alors pour moi, ça a été trouver des métiers qui étaient autour du scénario, qui restaient dans ce monde-là. Ok. Ce qui fait que, pareil, tu restes dans la même énergie de travail, etc. Donc, par exemple, j'ai pu être panéliste pour une étude sur la représentation de l'environnement dans la télé française. Donc, en fait, on devait regarder des séries françaises et noter s'il y avait des enjeux écologiques qui étaient mentionnés, le nombre de produits qui étaient recyclés, etc. C'était très détaillé. Ce qui fait que c'était payé en note de droit d'auteur, Ok. que c'était annexe au scénario. Et en même temps, c'était un petit truc rémunérateur qui prenait pas non plus tout le temps de travail, comme voilà, un 35 heures dans un fast-food ou voilà. Oui, qui te permettait de voir des séries françaises, Voilà. enfin faire un peu ta veille de marché en même temps, quoi. C'est ça. C'est allier l'utile à l'agréable en sachant que je pense aussi aux fiches de lecture que j'ai pu faire de manière pas toujours déclarée, sachant que c'est payé au lance-pierre, que voilà, c'est pas toujours très réglo. On fait le choix, on voit avec nos finances comment on peut, mais j'irai dans la mesure du possible essayer de faire tout ce qui vous permet de rester dans cette énergie. Ça peut être le plateau aussi si c'est un truc qui vous plaît. C'est toujours bien de se remettre en tête comment on tourne les choses qu'on écrit. Oui, oui, carrément. Pour ma part, j'ai fait pas mal d'ateliers en association de médiation culturelle autour du scénario, de la création cinématographique, radiophonique, etc. Et je trouve ça chouette parce que ça nous met aussi en interaction avec des publics qui sont pas dans la création soit parce que c'est des publics scolaires, soit parce que c'est du grand public, quoi. Et c'est chouette parce que ça ramène aussi à un truc très concret de qui regarde les séries, qui regarde les films, comment c'est perçu par le grand public. Et quand on fait de la médiation autour de ça en atelier, qu'on parle des séries avec les gens, bah, ça remet aussi un peu les choses en place sur ce qui est compris des séries, ce qui est le plus regardé, etc. Donc moi, j'aime vraiment bien cette partie-là. Elle est aussi rémunératrice, mais je veux dire, je trouve que c'est vraiment chouette à faire. Moi, j'ai eu des tafs alimentaires assez rigolos. Bon, déjà, j'ai été quand même aidé par mes parents au début, etc. Et je pense que, hélas, enfin, c'est un truc où ça change quand même beaucoup la donne d'avoir des privilèges de classe, etc. pour pouvoir faire ces métiers-là. Mais quand même, j'ai fait 2 ans comme barman au théâtre de la Bastille. Et donc, c'était tous les soirs. Et c'était du coup de 17h à 1h, 2h du matin, donc en horaire un peu décalé. Et moi, ces 2 années-là, c'était super. Je me réveillais à 11h du matin, enfin du coup c'était n'importe quoi, forcément ça décale ton rythme. Je me réveillais à 11h du matin et puis j'avais quand même toute l'après-midi pour écrire, avancer sur des trucs, mais c'était il y a un bout de temps, donc c'était quand je passais des concours pour la FEMIS et tout, c'était il y a vraiment 5 ans. Quelque chose comme ça. Et après, ça c'est vraiment rocambolesque, c'est genre, j'avais une formation de comédien aussi avant ma formation de scénariste. Et avec une très bonne amie, on a mis en place, elle a mis en place un business qu'on faisait ensemble, qui était du théâtre forum. Ok. Qu'est-ce que c'est du théâtre En forum gros, j'explique rapidement parce que c'est vraiment pas le sujet du podcast, mais en gros, c'est des petites pièces de théâtre que tu joues souvent dans des centres culturels, Oh, cool. dans des mairies, Trop dans bien. des écoles, dans des universités, etc., sur des thèmes. Nous, on devait écrire des scénettes, donc il y avait un petit travail Trop d'écriture, bien. écrire des scénettes, les jouer. Et en fait, c'est des scénettes sur des thèmes, des Ramener un thématiques débat, sociales, quoi. etc. Ouais. Et on fait de la médiation pour que les gens interviennent et rejouent la scène Cool. pour la solutionner, l'arranger. Et du Ok. coup, à chaque fois, ça permet par exemple à des mairies de noter sur un petit carnet les idées que les habitants ont pour le prochain contrat politique de la ville. Enfin, des trucs assez intéressants. Et en fait, c'était super. Ça a plutôt bien marché et tout. On riait. On faisait aussi du théâtre en entreprise, des trucs comme ça. Donc ça, c'était un bon truc parce que ça prenait pas énormément de temps. On se faisait embaucher par des gens qui sont pas particulièrement dans le secteur culturel, voire pas du tout, et qui s'en foutent complètement de la culture, mais du coup c'est Oui, aussi mais oui, hyper oui. intéressant Bah grave, c'est... de On va rencontrer des... réactiver nos années de théâtre et se lancer. Attends, tu vas Mais c'est ça, Marianne vraiment, et moi, nous il y a un allons faire du business. théâtre forum. Formez-vous au Théâtre Forum, il y a Ceux qui vraiment... veulent nous rejoindre, il y a vraiment... écrivez-nous sur Voilà. Insta. Donc ça, c'était rigolo. Et puis après, ça a été beaucoup des fiches de lecture, des stages, des consultations sur des scénarios pour plusieurs boîtes différentes, sur candidature spontanée, harcèlement par mail, pour dire je veux être lecteur. Et voilà, et finalement, ça finit par marcher. Puis mais c'est pas beaucoup d'argent. Souvent, Ouais. c'est un peu payé au lance-pierre. Et... Est-ce qu'on pourrait aussi un petit peu parler de la balance à trouver entre les projets personnels
et les projets de commande. Est-ce que vous fixez une limite dans les projets que vous développez chez vous, de vous-même, les projets vraiment on-spec, quoi, qui ne sont pas encore optionnés? Est-ce que vous fixez cette limite sur le temps que vous accordez au projet avant d'aller le proposer à un producteur? Est-ce que vous vous accordez aussi une limite dans le temps de promotion du projet? Genre, je sais pas si par exemple vous avez développé une Bible et en fait ça fait, je sais pas moi, 6 mois que vous l'avez envoyé un peu partout, ça réagit pas, est-ce que vous vous arrêtez? Enfin voilà. Et comment est-ce que vous gérez peut-être aussi le fait de parfois laisser un projet puis y revenir? Moi, je crois que j'ai eu un peu deux stratégies et que j'ai un peu changé là-dessus, justement. Avant, je me fixais un peu des limites pour les bibles de série. J'essayais de les finir à une date donnée en y Ok. croyant beaucoup, entre guillemets, en y mettant beaucoup et en faisant un peu mes premiers rendez-vous prod, etc. Je me suis vite rendu compte que ça fonctionnait rarement comme ça. Enfin, en tout cas, j'avais Ouais. l'impression que ce qui fonctionnait, entre guillemets, c'était d'avoir une petite boîte à outils avec plusieurs projets en développement qui sont pas forcément limités dans le temps et qui Mhm. peuvent tenir sur vraiment 3 4 pages avec un concept, un truc, etc. Et d'attendre d'en parler, d'attendre de voir comment ça prend ou pas. Ça, c'est plus pour à la Hmm. croisée des projets perso-commande parce que Ouais. la série est Bien sûr, évidemment ouais, plus ouais. rémunératrice que le cinéma, en particulier de court-métrage, lol. Et, mais en gros, maintenant j'ai l'impression que je me fixe aucune limite sur les projets plutôt séries, de bibles de séries et tout ça, que je laisse le truc se faire avec le temps. Puis quand j'ai des idées, j'avance un peu dessus. Je me prends quand même des petits moments pour avancer dessus et tout ça. Et puis, un moment, t'envoies 3 pages parce que t'as rencontré quelqu'un, un prod qui te Hmm. dit ah tiens, ça m'intéresse. Et Tu ne développes plus full un projet sans qu'il y ait un intérêt d'un producteur derrière. alors, pour le ciné, si. Ok, Pour la série, plus maintenant. d'accord. Parce que je suis sorti avec avec 2 bibles de série du master. Et que ça me faisait chier Enfin, moi j'étais tout content. Ouais. J'étais là en mode ouais, nanani, à Série Mania, en parler et tout ça. Puis je voyais que vraiment, enfin, les gens s'en foutaient quoi. Puis j'étais genre bon, bah en fait, je me suis fait un peu un truc là-dessus. Alors que j'ai Ouais. pas particulièrement envie d'écrire. Enfin, j'adore écrire des séries et tout. C'est un espace ludique, mais c'est vrai que c'est moins mon métier de cœur, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Du coup, c'est vrai que maintenant, je suis un peu plus en mode cool. Et puis, s'il y a un peu un intérêt, même un intérêt juste sans rémunération, juste ah ça m'intéresse, écris peut-être un peu plus pour voir et tout ça. Là j'y vais et Ok. je me dis ok c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il faut beaucoup connaître aussi ce que les prods et diffuseurs disent que le marché veut en ce Oui, moment, oui, oui. ce qui est souvent très variable et je sais pas sur quoi ils se fondent pour ça, mais que ça peut aider des fois d'avoir comme contrainte un truc de genre, ils cherchent un thriller érotique, nanani, nanana, et de s'amuser à déjouer cette contrainte ou jouer avec cette règle. Enfin, moi, c'est un truc qui m'excite un peu dans l'écriture, de me dire, ah ouais, ils veulent un thriller érotique, bah très bien, je vais faire un truc qui a rien à voir, mais qui s'inscrit quand même dans ce genre-là, Ouais. et qui surprend, et qui... Je sais pas, c'est des trucs... Bon. Mais du coup, je me fixe peu de limites maintenant. Et par Je suis contre, pas- en cinéma, tu te laisses, tu développes tes projets complètement. Bah ça, je vise plutôt des bourses, des commissions, Oui, c'est le en fonction de calendrier des l'avancée du commissions, projet, c'est ça. etc., D'accord. qui fait ton calendrier à toi. Exactement. Toi, Julien, dans le temps d'écriture, est-ce que tu te mets des limites quand le projet n'est pas optionné ou qu'il est en train d'un peu de reposer dans les tiroirs? J'essaie, mais je me dis qu'il faut quand même toujours garder l'esprit ouvert parce que, en fait, la plupart du temps, quand on parle avec des prods, ceux qui nous disent ce que veut le marché, c'est ce que fait déjà le marché en ce moment, en fait. Et en fait, on se rend compte que souvent, quand on commence à travailler sur quelque chose, c'est déjà trop tard. Bah, je vais vous donner un exemple. Moi, l'an dernier, j'étais persuadé que le marché voulait à tout prix de la saga de l'été. Et en fait, on se rend compte qu'elles sont déjà rentrées en prod, qu'elles Ouais. sont diffusées actuellement. Voilà, Le Blanc, celle qui était sur Netflix aussi. Et en fait, souvent, on essaie d'attraper un train qui est déjà trop avancé, en fait. Donc, il faut pas perdre de vue le fait que des fois, on est en train de développer les projets qui seront recherchés demain, en fait. Donc, j'essaie de ne pas lâcher des projets qui... voilà, par exemple, j'ai un projet de comédie noire que je développe depuis des années, auquel je crois à fond. Donc, j'essaie d'aller chercher des ouvertures plutôt, comme tu disais, sur les bourses, les appels à projets, tout ça. Et se dire que faut aussi savoir surprendre les gens. Donc, pour ce qui est de la pure commande, j'ai mon planning de travail, c'est carré. Et ensuite, pour ce qui est marché, j'essaie de pas m'acharner sur un truc si je vois que ça marche pas. Voilà, par exemple,
les projets qui sont moins personnels, les thrillers, les comédies, tout ça. Souvent, j'essaie de faire du 3 pages maintenant. Je me donne un temps de développement de 2-3 mois. J'envoie des prods. Si ça marche pas, j'essaie de pas m'acharner dessus. Ok. Après, les vrais projets passion, j'essaie d'y revenir régulièrement, justement, en les laissant reposer Ok. Et ceux-là, tu peux les garder des années. le temps qu'il faut, quoi. Voilà, j'attire votre attention sur Charlotte Sanson qui vient de sortir Pêcheresse Oui, sur complètement. OCS C'est vrai. et qui a obtenu la bourse Lagardère avec ce projet, je crois, en 2011. Je crois que c'était son projet de sortie de la Fémis. Ça fait il y a 15 ans du coup. C'était Voilà, vraiment, ouais. Elle a dit à Et La elle a Rochelle, fait ça plein faisait de 15 ans. trucs entre temps. Vraiment, c'est juste qu'elle s'est accrochée à ce projet parce qu'elle l'aimait de ouf, quoi. Et quand l'opportunité est arrivée, elle l'a fait. Incroyable. Ouais. Ok, trop bien. Et j'irai voir du coup. Voilà, donc chaque projet a sa timeline et faut savoir le temps qu'on veut y allouer, quoi. Et du coup, justement, par rapport aux commandes, donc toi, Julien, t'as un peu déjà ton planning, enfin, parce qu'il y a une série sur laquelle tu travailles de manière récurrente, et donc quand tu dis que t'as ton planning, c'est que tu sais un peu à l'avance ce que tu vas rendre. Voilà, tu sais que c'est une semaine de travail en janvier où tu ne vas faire que ça. Ouais. Et qu'ensuite, c'est un mois et demi au printemps où là, ça va être très dur d'être mobilisé sur autre chose. Ok, mais ça c'est pas mal du coup, parce que j'imagine que c'est quand même un travail qui te permet de te financer un peu le reste de l'année, et en même temps qui est déjà un peu calé, quoi, enfin... Complètement, ouais, c'est une valeur sûre, on va dire. Ouais. Et voilà, et après, j'essaie de m'organiser autour sur les appels à projets, les trucs comme ça. Des fois, ça tombe en même temps. Mais c'est sûr que ça fait une stabilité, ouais. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre aussi comment s'organise l'année pour tout le monde dans le milieu. Et je sais que Ouais. pour moi, un énorme temps fort, c'est La Rochelle. C'est là où je vais avoir beaucoup de rendez-vous. Et c'est là, en général, où en gros, moi, je me dis que mon année commence là. En plus, c'est début septembre, c'est comme une année scolaire, c'est très carré, c'est parfait. C'est vraiment la rentrée. Et qu'en gros, j'arrive à La Rochelle en ayant fait mon cahier de vacances. Ok. Donc en fait, l'été, c'est le moment où les prods sont soit en tournage, soit prennent une pause et où les gens sont beaucoup moins faciles à voir, avoir des retours, etc. Et donc moi, c'est le moment où je vais brainstorm en gros les projets que je vais défendre pendant le reste de l'année. Ok. Ok. Voilà, donc le but, c'est d'arriver à La Rochelle avec des projets tout frais à pitcher au prod. Et ensuite, c'est ces projets-là que je développe tout au long de l'année. Il y en a certains qui s'arrêtent au cours de l'année, il y en a qui continuent d'avancer. Mais c'est comprendre quels sont les temps de respiration des autres personnes qui nous permettent de nous préparer à rebondir après, en fait. Peut-être une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de notre magnifique épisode. Quels sont les pièges les plus courants dans la gestion du temps que vous avez pu rencontrer à partir de votre sortie de formation? À l'endroit où vous êtes aujourd'hui, vous vous dites ça, je suis content parce que je l'ai dépassé, ou j'aurais bien aimé le savoir en sortant de ma formation. C'est un peu la colle. Ah ouais, c'est la colle, là. Il nous faut 10 minutes de réflexion, un brouillon. Vous avez 6 heures, pas du tout. Mais moi, j'ai en tout cas le sentiment que pendant la formation, on nous a quand même dit le métier est dur, vous allez voir les attentes du marché, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on nous a moins donné d'outils sur justement la gestion du temps. Et c'est aussi pour ça avec Marianne qu'on voulait faire un épisode sur cette thématique. Est-ce que toi, Julien, t'as un peu... tu nous as dit que tu avais mis en place les carnets avec le temps, mais est-ce qu'en sortant de formation, par rapport à aujourd'hui, je veux dire, il y a des trucs où tu te dis, j'aurais bien aimé qu'on me le dise d'emblée, quoi. Complètement, surtout que moi, j'ai commencé en 2021 pendant le Covid. Ah ouais. Donc il y avait en plus ce métier immobilisé, on ne savait pas si ça allait repartir, comment, etc. Et je pense que on passe d'un truc très scolaire avec des rendus à quelque chose de très désorganisé, souvent sans opportunité au début. Donc c'était de me dire... En fait, là, si j'ai envie, je peux ne rien faire pendant 6 mois et ça n'avancera pas. En fait, j'ai plus aucune contrainte. Donc, je sais qu'avec des potes, on essaie de se réimposer des rendus comme si on avait des mini appels à projets maison, en fait. Donc, on se disait tous, on s'envoie à la fin du mois un projet à se faire lire et on se faisait des résidences d'écriture maison aussi. Voilà, pour se motiver et rester dans une énergie de travail. Donc, c'est toujours ce truc de s'organiser avec une vision d'ensemble sur son année. Et de se dire j'aimerais avoir d'ici la fin de l'année un court-métrage. Voilà. J'ai un ami par exemple là, qui s'appelle François Delsky qui s'est donné un défi en 365 jours. Donc il veut avoir son court-métrage, sa bible de série et je crois que c'est un roman d'ici la fin de l'année. Oh waouh. Oui, j'allais dire bon, court-métrage, roman... non, court-métrage, bible, ok, mais alors le roman... Roman, courage. Ouais. Intense. Ouais. Et après, sinon, il y a le plus grand danger de tous, c'est la procrastination.
Alors, je vais dire quelque chose de peut-être un peu polémique, mais on fait pas un métier très compliqué. On n'est pas dehors en train de couler du béton sous 35 degrés. C'est archi C'est vrai. pas, voilà, je veux pas faire ma Kim Kardashian, mais c'est pas dur de se lever, d'aller travailler, d'ouvrir son ordi. You better work, Voilà, bitch. personne ne veut travailler ces jours-ci. Vraiment. Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, contrairement à une activité purement manuelle où tu vas te lever et faire ton travail directement, en fait, on écrit, on travaille avec nos émotions. Et donc, il faut apprendre à les réguler et à se séparer soi-même de ça. À Et ne- d'aller chez le psy, c'est ça? D'aller chez le psy. Des formations. D'entretenir sa pratique d'écriture tous les jours, même si c'est dans un journal intime, écrire une critique de film, etc. Et petit à petit comprendre qu'on fait un métier d'artisan et qu'en fait on travaille notre pratique et on l'entretient tous les jours. Et je pense qu'au fil des ans, plus on progresse, plus on se met facilement devant l'ordi pour écrire tout de suite. On désacralise beaucoup le truc et on se dit je vais sortir quelque chose, même si c'est mauvais. Et toi, Mathieu, du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé sur la gestion du temps qu'on te dise peut-être en sortant de la formation? Alors moi le problème c'est que quand j'étais en formation à Nanterre, je faisais du coup des fiches de lecture pour 3 boîtes différentes Oh, waouh. et des consultations pour une autre boîte, et que du coup les rendus qu'on avait à chaque fois je les calais à Ouais, 2 heures du matin. C'était compliqué. Je me faisais engueuler par Karine, etc. Non mais voilà, j'étais en mode beaucoup trop bordélique en vrai pendant ma formation, mais du coup à un endroit, je pense que ça m'a appris quand même qu'il fallait se reposer. C'est pour ça que je parle beaucoup du repos depuis. Je ne parle que de ça finalement. Reposez-vous, mangez bien, faites du sport, voyez vos amis, buvez des coups. Non, je pense que le piège par rapport au temps, il est lié à une espèce de confiance. Parce que des fois, moi, quand je décompose les tâches par exemple, il y a des moments où ça m'aide de ouf. Parce que sans ça, je n'avance pas. Effectivement, un truc trop gros et tout, pas possible. Et il y a des moments, je ne m'y tiens pas du tout. Genre, typiquement, tu parlais de la dossier Bourse Beaumarchais et tout. Moi, si je fais en mode tel jour, je vais faire les fiches personnages, tel jour, je vais commencer tel truc, je ne fais jamais ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Du coup, c'est des fois quand même se connaître suffisamment. Ouais. Et ça, de toute façon, ça demande du temps et de la pratique. Mais du coup, se connaître suffisamment pour savoir ce qui fonctionne pour soi dans le rapport au temps. Et je pense que ça s'apaise quand tu commences à avoir confiance en te disant t'as vécu suffisamment de belles expériences d'écriture et tout ça pour te dire, en fait, ça va aller. Donc, je sais faire, donc ouais. en fait, on va se démerder, quoi. Et effectivement, deuxième écueil, c'est vouloir faire un truc parfait en V1. Ça, vraiment, c'est pas Il possible. faut oublier. Oui. Ça n'existe pas. On y croit. Ça, j'y ai cru en sortant du master. Ça, j'y ai cru. En sortant du master, je croyais que mon long métrage était génial et tout ça. Je peux vous dire que je l'ai relu il y a 2 mois. Oh, aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. C'était très mauvais. Vraiment, des dialogues. Bon. C'est pas le Et- souvenir qui va laisser Mathieu. Je Bon. pense que t'es un peu dur avec Peut-être, toi-même. mais en tout cas, vraiment, je crois que le croire à la V1 parfaite, c'est Non, bien vraiment sûr. le pire truc Ouais, au ouais, monde. c'est- Mais je pense que c'est le mythe de l'inspiration première, peut-être le plus Total. à déconstruire, quoi. Mais c'est quand même ce par quoi on a été biberonné sur la représentation des artistes et tout pendant longtemps. Donc je pense que c'est normal quand même que ce soit là quelque part, quoi. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de notre épisode. Merci beaucoup, Mathieu et Julien, d'avoir été avec nous pour échanger autour de cette vaste question qu'est la gestion du temps. Après avoir évoqué votre galère de la semaine en début d'épisode, on va clore sur une note plus positive. Est-ce que vous pourriez nous confier votre joie de scénariste de la semaine? Moi, justement, ça va rejoindre tout ce qu'on a dit, mais je sors d'une semaine de vacances où, Wouhou. Bravo. Super bien. où je me suis imposé justement une déconnexion totale puisque j'officiais le mariage d'une de mes meilleures amies d'enfance. Ah, trop bien. Et voilà, en fait, je vous dis ça, mais j'ai quand même du coup écrit des discours, aidé à faire des discours. Ouais, c'est ça, c'est quand même du boulot, un mariage. Enfin. Et il y a eu de la répète de discours qui ressemblait un peu à de la préparation à du pitch. Mais bon. Donc finalement, est-ce qu'on s'échappe toujours vraiment à 100% du métier? Je sais pas. Mais voilà, ça a été de m'accorder des vacances et de me dire je prends du temps pour moi. Ok, Trop bien. Trop bien. Et moi, ma bonne nouvelle de la semaine, alors pour les auditeurs, je touche du bois pour ne pas me porter l'œil, mais en gros, c'est que j'ai enfin eu la plénière d'une région pour mon Oh, court-métrage. Trop bien, bravo. Après 1 an de tentatives de financement un peu compliqué et de retour un peu
réactionnaire. Voilà. Je vais pas faire de polémique. On parle pas de la tribune Bolloré. Okay. Non, bon. Mais en tout cas... On n'impose aucune censure. Hein. Tu peux parler de Xavier Bolloré. Non, mais du coup, voilà, c'était un peu ma méga bonne nouvelle parce que c'est vrai que je trouve que justement, quand on navigue à vue avec des jeunes prods et que on se forme aux commissions et sur un projet où on gagne pas du tout d'argent, où la reconnaissance ne vient que par est-ce qu'on va avoir les financements ou pas, c'est sympa de se dire, je crois que là, après 20 versions de scénario, on a trouvé la forme du scénario qui nous satisfait le plus et qui en plus est suffisamment compréhensible et fine, etc. pour que ça satisfasse aussi des gens qui financent. Donc je me dis que je l'ai ou pas ensuite, au moins on est arrivé à un truc qui voilà. Donc je suis très content. Trop bien, super, trop chouette. Génial. Et sur ce, c'est la fin de notre échange. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté le 6e et dernier épisode de la première saison d'En Développement, le Labo des scénaristes. On se retrouve à l'automne pour notre saison 2. Merci à Marion Delaby pour l'enregistrement sonore, à Lola Dussossois pour la post-production des 2 derniers épisodes, à Valentin Tenaillon pour le jingle et à Emma Branjon pour notre charte graphique. À bientôt.